Bonjour Paul-Antoine Martin, bienvenue dans notre émission consacrée aux livres sulfureux, aux livres dont l'imagerie officielle a peur de parler. Vous êtes l'auteur d'un bouquin qui est passionnant, qui est très révélateur de la société officieuse qui fait la société officielle, qui s'intitule « Le clan des seigneurs » et qui a été publié chez Max Millau. C'est un livre qui mériterait d'être connu parce qu'il révèle tout le fonctionnement souterrain de notre société mafieuse, finalement. Votre parcours, vous allez en parler, je vous laisse le soin de vous présenter, c'est peut-être le mieux. Et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et ensuite, je vous poserai quelques questions sur votre livre, bien évidemment. Alors, qui êtes-vous? Voilà. Bonjour maître, Bonjour. Merci de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. Parce que vous êtes un grand connaisseur de cette vie publique et aussi de cette underground de la vie publique, comme vous l'avez évoqué. Alors, je m'appelle Paul-Antoine Martin, j'ai 56 ans, je suis de formation ingénieur, puisque j'ai un diplôme de Centrale Supélec, et j'ai une carrière qui est partagée entre du privé dur, comme on va dire, oui, comme on peut le dire, dans les grandes multinationales, à la fois Shell, à la fois Suez, pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, par les hasards de la vie, je suis rentré dans un établissement public de l'État. Donc je ne suis pas fonctionnaire, mais j'ai travaillé dans un établissement public. Un établissement public, ça a le même statut qu'une société anonyme, à différence près qu'elle est capitalisée à 100% par l'État. Donc c'est considéré comme un outil commercial de l'État. C'est souvent comme ça, l'établissement public d'intérêt commercial. Et j'ai travaillé dans un grand port maritime en tant que membre du directoire d'un de ces grands ports. Et j'ai côtoyé de cette façon de nombreux hauts fonctionnaires. Alors la crème de la crème, c'est des hauts fonctionnaires issus ou membres de grands corps d'État, à la fois corps des ponts et puis énarques, puisque je côtoyais à la fois les hauts fonctionnaires qui appartenaient au ministère. J'en ai côtoyé aussi dans le cabinet ministériel, et puis aussi côté ENA, la même chose. Alors vous décrivez ce qui s'apparente finalement à une espèce de noblesse d'État, des hommes et des femmes qui, issus des grandes écoles de l'État, Polytechnique, les Ponts et Chaussées, l'ENA, noyotent finalement la République. Et les vrais patrons ne sont pas les pantins qui s'agitent et qu'on voit dans les médias. Les vrais patrons, ils sont derrière, et c'est eux qui donnent des ordres, et c'est ce que vous décrivez admirablement bien. Pourquoi, question qui paraît banale, mais qui est métaphysiquement importante, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Alors, pourquoi déjà? Parce que en débarquant, on va dire, dans cet univers de hauts fonctionnaires, j'ai été saisi par le côté surréaliste que je côtoyais tous les jours en venant d'un monde privé qui était basé sur la compétence, qui était basé sur la rentabilité, qui était basé sur une vraie clarté, une vraie transparence, une honnêteté en tout cas. C'est ce que j'ai côtoyé. Et j'ai rencontré dans ce nouvel environnement des individus ou un fonctionnement en tout cas qui n'était pas basé sur les mêmes valeurs. Alors décrivez ce fonctionnement, c'est ça qui va intéresser nos amis qui nous écoutent. C'est-à-dire que les valeurs qui sont prépondérantes dans cet univers-là, je les résumais par un mot dans le livre, c'est le mot costard. Alors je vais l'expliciter parce qu'à un moment donné, j'ai une discussion
avec un de ces hauts fonctionnaires qui est tout à fait typique. Et de façon surprenante, il me fait la réflexion parce qu'un vendredi, j'étais arrivé au travail en jean. Et le voilà qui m'explique, qui me fait une leçon de morale en m'expliquant que c'est pas comme ça qu'on peut arriver à faire carrière et que lui, il est toujours en costume et il me dit sache que la carrière, c'est le costume, le costard en fait, il me dit, c'est 80% de la carrière. Et donc ce costard, c'est bien plus que le vêtement, c'est toute l'apparence en fait de ces individus qu'ils soignent pour pouvoir monter au plus vite. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la compétence. L'apparence, c'est ce qui se cultive dans l'entre-soi, c'est ce qui se cultive par une grande superficialité, un mode de relation qui est fait d'hypocrisie, qui est fait de grande complaisance, etc. Donc dans un monde en fait totalement faux, dans lequel les plus faux, les plus compétents à la capacité d'être faux sont ceux qui vont monter le plus vite. Et c'est ça que j'ai vu avec effroi, en fait, assez rapidement. Vous voulez dire, je m'excuse de vous interrompre, mais pour que nos amis comprennent bien, vous voulez dire que il n'y a pas de place pour la vraie compétence, mais il y a une place pour un jeu d'apparence qui va s'adapter finalement aux manœuvres de la conquête d'un pouvoir intérieur. Oui, c'est exactement ça. C'est un jeu d'apparence permanente. Alors, quand vous parlez d'adapter, mais ces gens ont des diplômes quand même, ils ont des diplômes. On va vous rétorquer, c'est bien gentil ce que vous dites, mais machin, il sort de Polytechnique, truc, il a fait l'ENA, il a fait les ponts et chaussées, bon, quand même, ces gens-là ont des diplômes, ont des titres, bon. Je veux dire qu'ils ne sont pas là par combine, ils sont là par diplôme. Pleinement. Alors, je vais rebondir sur le mot adapté et puis je vais parler des diplômes juste après, si vous le voulez bien. Bien sûr. Là, le mot adapté est très fort hein, parce que au-delà de l'apparence, comme je l'évoquais, il y a aussi une grande capacité à l'adaptation à tout moment. C'est-à-dire que ils se vantent d'être adaptables et ils appellent ça la souplesse. Il faut être souple, c'est-à-dire être sans conviction. Et en n'ayant aucune conviction, vous êtes capable de vous coller à n'importe quelle idéologie, n'importe quelle pensée, donc ce qui permet de pouvoir effectivement s'adapter à tous les mots d'ordre du moment, aux doxa, aux politiques, etc. Donc ça, c'est essentiel pour pouvoir effectivement évoluer rapidement. Concernant donc cette souplesse, c'est comme ça qu'ils appellent effectivement cette capacité de vide qui est devenue pour eux une compétence. Enfin pour eux. Je ne veux pas non plus généraliser, j'en ai croisé des très bons, oui. Qui d'ailleurs souffrent beaucoup dans cet univers-là, mais beaucoup, majoritairement, c'est l'état d'esprit que je décris. Alors, mon livre, effectivement, est un livre sur l'état d'esprit de ce groupe de personnes et non pas une enquête journalistique. Donc, c'est différent. Et je me suis permis un livre sur l'état d'esprit puisque je les ai côtoyés quotidiennement et de façon très variée pendant... si je peux me permettre, Paul-Antoine, une observation hein, pour qu'on dialogue. Hein. On a l'impression, quand on lit votre livre, que vous décrivez un mécanisme autosuffisant. Complètement. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, hein, mais je peux ne pas avoir bien compris, hein, j'ai pas fait Polytechnique, moi, hein, ni l'ENA, ni les ponts et chaussées. Moi non plus. Ce qui me rend peut-être moins abruti que d'autres. Bon, on a vraiment l'impression que, une fois installé dans la place, alors que ce soit aux ponts et chaussées ou dans l'administration de la préfectorale, peu importe, hein, cette caste, comme vous l'appelez, ne gère plus que sa propre continuité. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. Et comment ce système fonctionne? Ce système vise au statu quo. C'est cette propre
pérennité, en fait, que vous évoquez. Ces personnes, effectivement, ont des diplômes exceptionnels. C'est les diplômes les plus élevés qui existent aujourd'hui dans notre système très sélectif d'éducation nationale. Donc, ils sont... Moi, je ne vais pas dire qu'ils sont a priori intelligents, je vais dire qu'ils ont a priori de grandes aptitudes intellectuelles, de calcul, d'analyse, etc. L'intelligence, je la qualifie différemment. Donc, ils entrent dans... Le diplôme, ça fait quand même pas l'intelligence. Je veux dire que quand on voit les modes d'accès au diplôme, bon, ça exige une certaine intelligence, mais ça fait pas des génies, quoi. Je veux dire, ça fait pas des décideurs. Alors, je fais une distinction entre intelligence et aptitude intellectuelle, au sens où l'intelligence, comme je la conçois, est la capacité à prendre les bonnes dispositions dans un contexte donné. Voilà. Mais revenons, je m'excuse, c'est moi qui vous fais dérailler là. Revenons à notre problème tribal. Alors, là. Comment fonctionne la tribu, voilà, comment ? Tout à fait. Alors, il existe 5 grands corps d'État en France. Vous en avez 3 qui sont d'ordre administratif, issus de l'ex-ENA, maintenant INSP, donc l'inspection des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'État. Et de l'autre côté, vous avez 2 grands corps techniques, corps des mines et corps des ponts. Donc 5 en tout. Inspection des finances. Cour des comptes, Conseil d'État. Oui, Cour des comptes, bien sûr. Conseil d'État, on le voit à l'œuvre en ce moment. Hein. Ouais. Cour des comptes, on l'a vu un petit peu avant aussi. On l'a vu avant, ouais. Ouais. Et technique, c'est corps des mines, corps des ponts. Les mines, ouais. Et vous n'incluez pas le monde judiciaire là-dessus? Non, je ne mets pas le monde judiciaire. Vous ne le connaissez pas, je suppose. C'est pas que je ne le connais pas, c'est qu'il ne rentre pas dans ces grands corps d'État. Oui, d'accord, ok. Hein? Alors, c'est une autre branche. C'est une autre branche de l'administration. D'accord, continuez, pardon, excusez-moi. Alors, ces personnes qui sortent dans les tout premiers de l'ENA et dans les tout premiers de Polytechnique et de Normal Sup, c'est vraiment la crème de la crème, intellectuellement, rentrent ensuite dans ces grands corps d'État. Dans ces grands corps d'État, le grand corps d'État, c'est une sorte de syndicat qui va effectivement chercher à surprotéger ses membres et en faire... à gérer leur carrière. C'est-à-dire que ce n'est pas l'administration qui gère leur carrière, c'est le grand corps d'État. Donc, ils gèrent en autonomie eux-mêmes leur carrière et le grand corps d'État cherche avant tout à propulser ses membres au plus haut niveau dans l'État pour gagner parallèlement en puissance et en influence sur le pouvoir d'État. C'est ça. Donc, oui, je comprends ce que vous voulez dire. On a affaire finalement à des corps d'État qui réussissent par consanguinité d'intérêt, consanguinité de diplôme, consanguinité relationnelle, qui finissent par diriger l'État, quoi. Alors, j'y viens. Mais du reste, on les retrouve dans les ministères après. Ah, mais on les retrouve dans les ministères, mais on les retrouve aussi parmi les hommes politiques. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre politique, enfin, nos hommes politiques, notre gouvernement, ou nos gouvernements, sont avant tout des gouvernements de technocrates. Et non plus des gouvernements de politiques, ce qui est complètement différent. C'est un état d'esprit totalement différent. Surtout que quand on est technocrate issu de grands corps, ce qu'il faut voir, c'est que ces personnes-là ont la garantie absolue de la carrière brillante à vie, voire la Légion d'honneur quasiment garantie à la fin, un salaire qui ne fait qu'augmenter tout au long de la vie, une irresponsabilité qui est organisée par le grand corps, qui leur permet aucune de leurs fautes, aucune de leurs erreurs majeures ne soit rendue publique, parce que le linge sale est lavé en famille, pour que justement la puissance et la notoriété du grand corps n'en pâtissent pas. Et au final aussi, une impunité qui les protège de toute justice d'ordre civil ou pénal. Absolument, oui. Donc on est là dans un fonctionnement qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, mafieux, avec une organisation
qui est, comme vous le disiez, autosuffisante et qui finalement tire l'allégeance des hauts fonctionnaires à elle et non plus les oriente vers l'État. C'est-à-dire que ces hauts fonctionnaires ont comment dire, une loyauté avant tout vers le grand corps plutôt que vers l'État. Ce qui signifie que finalement, la notion d'intérêt général n'existe plus. Elle est complètement dépassée, écrasée par la notion d'intérêt de fonctionnement du corps. Mais un intérêt corporatiste. C'est ça, voilà. Mais alors, j'ai repéré un oubli, si je peux me permettre, dans votre livre. Mais allez-y. Sauf erreur de ma part, hein, parce que bon, la banque, vous ne parlez pas de la banque. La banque, non, j'en parle pas, parce que la banque, quand même, tous ces gens-là, on les retrouve finalement dans les banques. Quand vous cherchez un haut responsable de telle ou de telle banque à Bruxelles, ou bien au Luxembourg, pardon, vous avez affaire à des gens qui viennent des ponts et chaussées, de Polytechnique. Tout à fait. Alors, ce dont j'ai parlé, c'est un univers de hauts fonctionnaires travaillant dans la haute administration. Je n'ai pas parlé du fonctionnement des états-majors dans le privé. Oui, voilà. Il faut savoir effectivement, et vous avez raison d'évoquer ça, c'est que 40% des entreprises du CAC 40 ont leur état-major composé de hauts fonctionnaires qui ont pantouflé. C'est-à-dire qui gardent toujours le statut de haut fonctionnaire, comme un parachute extraordinaire, qui font un tour dans le privé pour augmenter leur salaire, leur bankabilité, pour reprendre un terme comme ça. Alors vous les retrouvez dans les banques, vous les retrouvez... Le terme c'est quoi, bankabilité? Bankable, pour être... Ah oui, d'accord, non, c'est un... Néologisme. Un néologisme, oui. Oui, donc c'est pour être bankable, à la fois en tant que haut fonctionnaire ensuite, et aussi en tant que membre d'une entreprise privée. Alors, on les retrouve chez Vinci, on les retrouve dans les banques, on les retrouve dans les grandes entreprises du CAC 40. Et puis, ils peuvent revenir ensuite, ça c'est le rétro-pantouflage, ils reviennent au sein de l'État qui a l'obligation de les reprendre et de les mettre à un poste haut niveau correspondant à leur nouvelle qualification dans leur grand corps. Voilà. Donc, effectivement, on les retrouve dans les banques. Je n'ai pas parlé des banques, mais c'est vrai. C'est vrai, hein. Alors, quand on imagine, c'est ce que je dis souvent, c'est que si on se met dans la peau d'un haut fonctionnaire, au début, ce n'est pas un individu qui va être pervers, qui va être tordu, qui va absolument penser intérêt particulier. Mais quand il rentre dans le moule du grand corps d'État, qui est un moule qui est très fort et qui l'oblige à cette loyauté vis-à-vis du grand corps avant tout, vous avez un individu qui va être avant tout attiré très rapidement par sa propre carrière, plutôt que par la carrière, plutôt que par l'intérêt général, puisque finalement... On l'a bien vu, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est pour rebondir, mais on a bien vu le silence de la Cour des comptes quand son président a retardé la publication du rapport sur l'immigration. Oui, mais normalement, ça aurait dû provoquer une réaction de dignité des membres de la Cour des comptes. Bon, et puis il y a aussi le processus de nomination qui est complètement soumis à un processus d'État. Je veux dire qu'il y a de nombreux conseillers d'État qui sont nommés par le président de la République, si je ne me trompe pas. Bien sûr, mais ça, c'est aussi des enjeux de corps, de grands corps. Et de pouvoir. Alors, qui induisent des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que les grands corps rentrent de plein pied désormais dans le pouvoir politique, et entrant dans le pouvoir politique, ils assurent encore plus leur pérennité et la carrière de plus en plus prestigieuse, et en tout cas l'imprégnation de l'idéologie de ces hauts fonctionnaires dans la vie française. C'est ça. Il faudrait finalement une nuit du 4 août des privilèges de ces hauts fonctionnaires. Oui, alors, les privilèges sont délirants, puisqu'aujourd'hui, le plus grand privilège qu'ils ont et le plus grand privilège qui existe, c'est l'impunité. Ouais, c'est-à-dire qu'on a des individus qui peuvent gérer des milliards, des centaines de millions, et qui ne sont pas responsables devant la nation, devant le peuple. Donc on a des individus qui sont aujourd'hui, qui ont le pouvoir, comme vous le disiez,
ce sont eux qui ont le pouvoir et non pas les politiques qui font du théâtre. Qui font du théâtre. Oui. Et je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a mon technicien qui me fait signe que nous dépassons le temps. Mais il faut dire que et oui, si vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, si on est trop long, même si on est bon, on n'est pas regardé. Il faut être bref, voilà. Il faut être. On est dans le monde. On est dans le monde de la brièveté. Donc, comme je veux absolument que votre livre, on en parle parce que c'est un livre qui aurait mérité vraiment d'être défendu, d'être discuté, parce que vous révélez un aspect essentiel de la corruption de notre République. Mais malheureusement, bien évidemment, tout va être fait, tout a été fait, tout sera fait pour qu'on ne parle pas de votre livre. C'est évident. Hein. Donc, alors, il a été lu à Matignon, oui. Je le sais, il a été lu à l'Élysée, il a été lu par un ancien Premier ministre qui a été plutôt sidéré. Oui, bon, et moi j'invite tout le monde, enfin tous les gens qui nous regardent, qui sont quand même assez nombreux, hein, à lire votre livre et puis à venir en discuter avec nous et avec vous. Hein. Bon, je vais voir si on ne peut pas organiser même une conférence avec vous, parce que ça fait partie des grands fléaux de la République, tout cela. Hein. Alors, c'est notre tragédie nationale. Voilà, vous avez raison. Alors je rappelle quand même le titre de votre livre, hein, Le clan des seigneurs. On pourrait même dire qu'il nous saigne, hein, nous saigne. Hein. C'est un livre qui est paru chez Max Millot. Je vous remercie. Je suis obligé de décourter, hein, malheureusement, parce que c'est l'obligation du format. Hein. On en est là aujourd'hui. Hein. Okay, on en est là. Bon, malheureusement, ça fait partie de l'époque et on est obligé de jouer le jeu. Merci Paul-Antoine, Martin. Nous, on va continuer à se parler par téléphone et par mail. Merci maître de m'avoir reçu. On va continuer à échanger. À très bientôt. Donc, et puis on se permettra au cas par cas de vous appeler pour vous faire réagir. Hein. En tout cas, merci. Merci de votre contribution.